On va terminer cette journée par une dernière table ronde. On va accueillir donc trois modérateurs pour cette table ronde, un rétinologue, une glaucomatologue, une spécialiste de la chirurgie réfractive. Et donc, je vais vous demander donc 3 cas cliniques, 5 minutes, 3 cas cliniques pour qu'on puisse terminer de façon sereine. Le pointeur, je suis là. J'ai le pointeur. Donc, merci Clémence pour ce regard croisé glaucome, rétine et réfractive. Et on va travailler sur différents cas et poser la question aux glaucomatologues et aux chirurgiens réfractifs sur nos différents cas. Alors, l'indication raisonnée du pelage de limitante interne chez les glaucomateux, tout à l'heure Mathieu en a parlé déjà avec l'étude de peeling. Vous savez que 50% du nerf optique est constitué des fibres liées à la macula. C'est-à-dire que quand on opère une macula, en fait, on opère 50% des fibres du nerf optique. Alors, le pelage de la limitante interne permet d'optimiser la fermeture chirurgicale du trou maculaire et elle réduit le risque de prolifération de membranes ou de récidive. Est-ce qu'elle aurait des conséquences iatrogènes ou d'altération visuelle et est-ce qu'il y a un risque d'aggravation d'une neuropathie glaucomateuse préexistante? Est-ce que ça ferait modifier la prise en charge chirurgicale et les décisions? Voici un premier cas, une dame de 70 ans avec une excavation papillaire, une pachymétrie à 500, une PTO à 20 mm de mercure. Alors, je pose la question au rétinologue, qu'est-ce que vous feriez comme chirurgie? Par exemple, Alban ou Franck, quelle technique chirurgicale vous choisirez pour fermer ce trou? Vous pouvez tuer la limitante interne? Sur les petits trous maculaires, on pourrait se poser la question de juste faire le développement. Mais oui, je valairais la limitante et sur les glaucomes avancés, peut-être en flamme temporale, même si c'est a priori dans sur les gros trous. Vous pouvez la limitante interne? Je fais un champ visuel avant toute intervention chez un glaucomatologue. D'accord. Parce que je sais qu'on va aggraver. C'est médico-légal aussi ou ouais. Je pense que ça devrait être médico-légal. On va aggraver la tension oculaire, on va la déséquilibrer transitoirement. Je les mets sous Diamox pendant au moins la durée du gaz et de la cortisone. Mais je vais chercher à pas peler la limitante parce que le trou maculaire doit se fermer. C'est un petit trou qui fait moins de 200 microns. Ouais, bon, cette patiente, j'ai pas pelé la limitante, j'ai juste fait une vitrectomie et une bulle de gaz. Donc à 3 ans, on a un bon profil maculaire. Un autre cas, une dame de 92 ans avec un glaucome qui était gênée 4/10 P6, une baisse d'acuité visuelle. On voit que le nerf optique a vieilli, hein. Et vous avez à droite l'OCT-RNFL, une traction vitromaculaire. Alors là, est-ce que vous pelez la limitante ou pas? Ou est-ce que vous levez? Est-ce que vous mettez du gaz? Bon, dans ce cas-là, j'ai fait juste une vitrectomie, j'ai détaché la hyaloïde. Pas de gaz. En plus, elle avait 90 ans, je voulais pas la rendre aveugle sur un œil pendant quelques temps. Bon, ça a fonctionné. C'est détacher la hyaloïde ou juste sectionner circonférentiellement la hyaloïde? Non, j'ai sectionné circonférentiellement avec Et laisser le patch. et j'ai enlevé le patch doucement. D'accord. Voilà. Je l'ai pas laissé pour garder plus de transparence possible. Et cette patiente, 2 ans après, a été opérée par mon associé pour l'œil gauche. C'est-à-dire qu'elle a cette fois-ci une traction vitromaculaire un peu plus étendue, qui fait qu'il a peut-être choisi une autre technique que moi, puisque là, peut-être qu'on a envie de peut-être plus peler. Et dans ce cas-là, il a fait une vitrectomie, un pelage de limitante interne, 100 mètres de gaz. Et on voit les résultats 6 mois après la chirurgie de l'œil gauche et 2 ans après l'œil droit. Là, ici, c'est l'œil que j'ai opéré, sans pelage de limitante. Et là, on a le pelage de limitante qui était obligé puisqu'on avait une traction beaucoup plus large. Donc ça permet de donner une idée. Quand on regarde l'épaisseur maculaire générale, on voit qu'ici, on a une macula qui est quasiment normale. Et ici, on voit que le pelage de la limitante interne est forcément plus large que la simple adhésion. Et on voit qu'on a une perte de tissu. Et quand on regarde l'OCT RNFL, à la différence du préopératoire, on voit que, alors l'œil droit, ça n'avait pas bougé, mais l'œil gauche, on voit qu'on a une petite amputation inférotemporale. Et enfin, ce dernier patient, 72 ans, avec un glaucome, avec un petit trou maculaire, j'ai décidé de ne pas peler la limitante interne. Donc à droite, il a récupéré 9/10, juste SF6 DPV sans pelage.
Et 2 ans après, il a fait une belle membrane épimaculaire et j'ai dû le réopérer, puisque en laissant la limitante interne, on s'expose à un risque d'avoir une membrane épimaculaire. Bon, il a fallu une deuxième opération, ça a fonctionné. Alors, vous savez que quand vous pelez la limitante interne, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en enlevant, c'est la membrane basale du pied des cellules de Muller. C'est-à-dire qu'on va arracher les cellules de Muller, mais pas forcément les cellules ganglionnaires. Ça, on sait pas vraiment. Mais quand on fait ensuite un OCT en face, on voit qu'il y a un déficit, des déficits focaux multiples qui vont être mesurés grâce à une micropérimétrie. C'est un champ visuel juste au niveau de la macula et on voit qu'il peut y avoir des petits déficits. Ça a été décrit par Ramin Tadayoni en 2001. On appelle ça le Donfel. Alors, doit-on peler la limitante interne dans les trous maculaires? La recommandation dans l'American Ophthalmology, c'est de recommandation de fort niveau de preuve. On dit que pour les trous maculaires, on doit peler la limitante interne, c'est recommandé. Mais on informe le patient qu'il y a un risque d'altération des couches rétiniennes internes. Et une étude plus récente, publiée en mai 2025, une grande étude contrôlée, randomisée, bien effectuée, on voit que c'est vrai, il faut peler les trous maculaires de la limite interne, surtout pour les trous de plus de 400 microns. En dessous, c'est moins prouvé. Dans le cadre des membranes épirétiniennes chez le glomateux, doit-on peler la limitante interne? C'est l'étude Peeling qui a présenté déjà Mathieu tout à l'heure. De toute façon, on voit déjà que dans 50% des cas, quand on pèle une membrane, dans la moitié des cas, la limitante interne vient tout seul avec. Et cette étude était bien menée puisque il y avait un recul de 1 an, il y avait 200 yeux, mais on avait séparé tous les patients pour lesquels la limitante interne venait toute seule. C'est-à-dire qu'on avait soit pelage actif, c'est le chirurgien qui initie la limitante et qui va tirer dessus, soit absence, membrane limitante interne intègre à la fin, mais on enlevait toute limitante interne qui partait toute seule. Et on voit que lorsqu'on laisse la limitante interne, on a un risque de récidive de 20% de membranes, mais qu'elles ne sont pas toujours à opérer et que souvent ces membranes ne sont pas gênantes. Par contre, le pelage limitante interne entraîne des microscotomes. On doit bien peser le bénéfice-risque avant de la peser. Et est-ce que ça aggrave un glaucome, oui ou non? Bon, ça, c'est une étude publiée en décembre 2025 dans le British Journal of Ophthalmology, très récente, et une étude comparative, randomisée, et qui comparait, et on analysait que les groupes dans les yeux vitrectomisés avec pelage ou non de membrane limitante interne. Alors là, forcément, il y avait des patients pour lesquels la limitante interne était partie avec le pelage de la membrane, et on a une détérioration du MD, du VFI, qui est indépendante de la sévérité du glaucome, mais à la fin, il y a quand même une charge fonctionnelle plus importante pour les glaucomes sévères. Alors, comment on peut faire la différence? Est-ce que le glaucome s'aggrave ou est-ce que l'aggravation de la perte de cellules ganglionnaires et du champ visuel est liée à mon pelage? Alors ça, on le voit en fait au-delà du premier semestre, parce que la perte se fait dans le premier semestre. Et si on vous demande est-ce que c'est le pelage ou le glaucome qui a évolué, il faut attendre 6 mois post-op et encore 6 mois après et voir la différence entre M6 et M12, voir l'aggravation. Et dans les deux cas, si on analyse l'anatomie, on voit que si on a une perte diffuse des cellules ganglionnaires qui ne respectent pas le raphet médian, c'est plutôt le pelage de la limitante interne. Si on a une altération du raphet médian, et dans ce cas-là, c'est plutôt l'évolution du glaucome. Voilà, donc est-ce que vous pelez ou pas? On pèse le rapport bénéfice-risque et puis chacun a son propre curseur. Je vous remercie. C'est un super cas clinique, je trouve. En fait, on vient de loin parce qu'on voit que tu es perfectionniste et qu'on va chercher effectivement à faire le distinguo. Mais j'ai connu une époque où les rétinologues prenaient même pas ou s'intéressaient même pas à la pression intraoculaire après avoir mis du gaz dans l'œil. Et c'est une époque qui est pas si lointaine. Donc bravo, c'est bien, bravo. Si je peux poser une autre question, est-ce que tu as un cut-off où tu te dis, le GCC, il est vraiment trop altéré pour que j'y touche? Alors, mais même sur l'indication de chirurgie, Oui, c'est ça. si j'ai un glaucome sévère, je préfère essayer d'éviter de toucher. Et si le D'accord. patient, par contre, je vois qu'il n'y a pas d'aggravation sur leur NFL, mais que le patient entre 3 et 6 mois après ma première consultation, se plaint d'une aggravation, je lui explique, je fais un champ visuel préopératoire, je lui parle des risques et on décide ensemble. En tout cas, au-dessus de 5 dixièmes, j'évite d'opérer. C'est-à-dire si on passe en dessous des 5 dixièmes, on parle plus de la chirurgie. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie balance bénéfice-risque aussi, parce que les patients glaucomateux qui ont un déficit important du champ visuel, si en plus ils ont un problème, la macula, les pauvres, ils sont mal, quoi. Ah oui.